Quand une dénonciation publique, plus souvent appelée drama, a lieu, la majorité des spectateurs se contentent de sortir le popcorn, s'indigner, râler, ou alors peut-être même pire, aller harceler la personne qui est ciblée. Pourtant, la dénonciation publique n'est que le déclencheur de toute une suite d'événements qui vont se dérouler très souvent loin des yeux du public. Dans cette première partie, la deuxième et dernière arrivant tout de suite dans les jours à venir, nous allons voir ensemble les implications juridiques lorsque l'on fait de telles dénonciations, mais également regarder un petit peu ce qui se passe en coulisses, dans la mesure du possible. Mais j'y reviens juste après le générique. Avant tout, sachez que ce projet a bénéficié de la participation de plusieurs personnes, notamment de Max, de la chaîne Maxella, de Sébastien, de la chaîne Vous avez le droit, de Joël, qui est plus connu sous le pseudonyme de Xenos, ainsi que les témoignages que vous m'avez apportés. Et rien que pour cela, déjà, je vous remercie tous sincèrement pour la confiance que vous m'avez accordée, afin que je puisse réaliser ce projet jusqu'au bout et le plus objectivement possible. Toutefois, je suis obligé de vous expliquer deux choses particulièrement importantes, donc s'il vous plaît, tendez l'oreille avant d'aller plus loin dans la vidéo. La première, est certainement la plus importante, qui va également concerner la deuxième partie de cette vidéo, est que toutes les informations que j'ai pu recueillir ne peuvent pas être dévoilées publiquement. Et ce, principalement pour des raisons juridiques, mais également pour le respect de la vie privée. Et avant de partir dans des tripes et de parler au complot, il faut bien garder en tête que si certains éléments restent secrets, c'est, oui, certes, pour protéger les vidéastes qui font ce type de vidéos dans une certaine mesure, mais également les victimes qui témoignent dans ces vidéos afin de les protéger des autres personnes. De plus, je pense que vous n'êtes pas stupide et vous imaginez bien que si toutes les informations étaient dévoilées au public et qu'il y avait une procédure judiciaire en cours, ce serait beaucoup plus facile pour la personne qui est accusée de faire disparaître toutes les preuves puisqu'il les connaît, et ainsi passer entre les mailles du filet de la justice. Et ça, c'est généralement pas ce qu'on souhaite. Donc gardez vraiment bien ça en tête, c'est le plus important. Le deuxième point que je souhaitais aborder est au sujet de vos témoignages que vous m'avez fait parvenir. Il y en avait très peu qui touchaient à la notion juridique, et c'est tant mieux, ça veut dire que vous vous portez plutôt bien, mais le fait est que vos témoignages faisaient ressortir deux éléments principaux, notamment tout ce qui est manipulation et relations toxiques, mais aussi toute la partie qui concerne l'effet de groupe et le conformisme social. Donc plutôt que de simplement vous mentionner ici, sans pour autant aller plus loin dans les détails, je ferai des vidéos séparées qui pourront être regardées indépendamment de ce projet qui sera en deux parties. Donc soyez rassurés, vos témoignages n'ont pas été inutiles, mais ils méritent d'être traités séparément. Maintenant, entrons directement dans le sujet, parlons de l'aspect juridique. N'étant pas expert en droit, et encore moins en droit français, j'ai fait appel au savoir de Sébastien, qui est un juriste et maître conférencier en droit privé, mais surtout l'hôte de l'excellente chaîne de vulgarisation du droit, appelée Vous avez le droit. Suite à un échange téléphonique que nous avons eu il y a quelques semaines, il a répondu à quelques-unes des questions que l'on retrouve le plus souvent par rapport aux actions de la loi et de la justice sur Internet de manière générale. Et voici ce qu'il nous apprend. Sébastien nous explique que, contrairement aux idées reçues, le droit s'adapte plutôt bien aux nouvelles technologies, puisque les droits et les devoirs des êtres humains qui sont sur Internet ne changent pas fondamentalement. Donc, excepté quelques problèmes purement liés à la technologie, comme par exemple le spam, c'est réellement l'internationalisation des différents droits des différents pays qui font conflit entre eux, qui peuvent poser problème lorsqu'il faut traiter des affaires et que ça implique plusieurs droits différents. En revanche, là où ça devient plutôt compliqué, c'est en ce qui concerne toute la partie policière et investigation. Ce n'est pas du tout aussi facile de la mettre en pratique efficacement avec Internet. Le principe général du droit pénal et non du droit civil veut que, même s'il existe bien évidemment des exceptions comme dans à peu près tout, les preuves obtenues par tous les moyens sont recevables, sauf si elles ont été obtenues de manière à aller à l'encontre des droits de l'homme, comme par exemple en torturant quelqu'un. Ou alors pour aller dans un cas un peu moins extrême, par exemple lors des gardes à vue et où le policier essaye de vous faire craquer progressivement afin d'obtenir des aveux, car ce n'est pas une façon de faire qui est acceptable de la part des forces de l'ordre. En revanche, dans certains cas de figure un peu particuliers, ce que l'on appelle les provocations,
Alors ce qui est une provocation, c'est par exemple le cas de Xenos. À l'époque où le sujet avait été traité par Max et quelques autres youtubeurs, Xenos avait été piégé par l'un de ses vidéastes qui s'était fait passer pour une jeune adolescente afin de le pousser à lui demander des nudes. Ce genre de cas très précisément serait recevable aux États-Unis. En France par contre c'est beaucoup plus rare et cela reste du domaine de l'exception. Sébastien nous explique que théoriquement, oui, un procès peut en réalité être fait pour à peu près tout et n'importe quoi. La différence, c'est que ça risque très fortement d'être une perte de temps et d'argent s'il n'est pas bien préparé et que ça donne lieu à un non-lieu. Le seul réel motif de poursuite qui serait viable dans ce cas de figure serait la diffamation. La diffamation, c'est le fait d'accuser quelqu'un de quelque chose qui fait atteinte à l'honneur ou la considération. Et cela relève du droit de la presse qui a été établi en France en 1981. Par contre, attention, Sébastien a été très clair là-dessus, c'est un chef d'accusation compliqué, plein de petites pièges et de petites astuces, donc confier ce genre de cas à n'importe quel avocat qui n'est pas spécialisé là-dedans peut conduire à un échec du procès. Sébastien nous explique que la priorité est toujours de mettre l'accent sur les coupables. Toutefois, il y a des experts qui sont mandatés afin de vérifier la véracité du témoignage et de vérifier également la fiabilité du témoin. La conclusion de ces experts est ensuite rapportée au juge, qui peut décider ou non d'en tenir compte. Forcément, il y aurait encore des tonnes de questions à se poser, mais ça répond déjà à pas mal d'entre elles en ce qui concerne toutes les affaires, les dénonciations qui ont lieu, et comment ça se passe un petit peu au niveau juridique. En tout cas, on a de très bonnes pistes. Et si vous voulez en voir plus à propos du droit, je vous invite bien évidemment à aller voir la chaîne de Sébastien. Vous avez le droit, le lien est en description, et certainement dans une fiche là ou là, je sais jamais de quel côté pointer du doigt. Ça reste de la vulgarisation du droit, c'est pas très compliqué, c'est accessible à tous. Cependant, faites très attention à une chose, il faut faire une différence importante entre le droit et la morale. Mais pour l'expliquer plus simplement que je ne le ferai et pour conclure ce chapitre, Sébastien et Tricotine nous font l'honneur de leur présence dans cette vidéo. Il ne faut pas confondre le droit et la morale. Ce n'est pas parce que quelque chose vous choque moralement que c'est nécessairement interdit. Il y a des choses qui peuvent être choquantes d'un point de vue moral et ne pas être punissables. Je pense au mensonge, par exemple. Alors qu'au contraire, il peut y avoir des choses qui sont des infractions pénales, alors qu'elles ne sont pas du tout choquantes du point de vue moral. Par exemple, le fait de rouler avec sa voiture sans plaque d'immatriculation. Et puis entre les deux, il y a un domaine commun dans lequel certaines choses sont interdites à la fois par le droit et la morale. Par exemple, le vol ou encore le meurtre. Retenez que la morale a des qualités, mais retenez aussi que le droit, c'est un peu une sorte de morale au ras des pâquerettes qui nous est imposée à tous à un moment donné. Et pour parler en termes mathématiques, il s'agit du plus petit dénominateur commun accepté par toutes les fractions de la société. Il ne faut pas confondre le droit et la morale, parce que si on confond les deux, on va finir par ne plus comprendre ni l'un ni l'autre. Maintenant, on arrive à voir un petit peu comment ça se passe au niveau juridique, en tout cas dans les grandes lignes, et c'est déjà pas mal. Et donc on va se pencher sur ce qui se passe un petit peu plus en coulisses, mais surtout le faire du point de vue d'une personne qui fait des vidéos de type dénonciation. Et c'est à travers une retranscription d'une discussion que j'ai eue avec Max, de la chaîne Maxella, et bien sûr j'ai eu son consentement, bien évidemment. Étant donné la nature très sensible de certaines informations, ou même confidentielles, tout simplement par respect de la vie privée, la discussion que nous avons eue sur Discord n'a pas été enregistrée. On n'est pas à l'abri du leak d'un fichier, on n'est pas à l'abri d'une erreur de montage de ma part, ou que sais-je. Donc j'ai été autorisé à prendre des notes, nous avons discuté de ce que je pouvais dire dans cette vidéo, ou pas, et ainsi vous aurez ce que vous pouvez savoir. Désolé pour ceux qui voudraient connaître tous les secrets de la vie sexuelle de Max, mais ça ne va pas être possible. De toute façon, en vrai, j'ai pas les détails. Et je les veux pas. Salut tout le monde, c'est Sky, j'espère que vous allez bien. Alors Max a sa liste de priorités, on va dire, et tout d'abord il va en prendre en compte l'avis des victimes, mais également tout l'aspect légal autour du témoignage ou des témoignages qu'il peut recevoir. Le but est avant tout de les préserver, de ne pas leur porter préjudice, et minimiser les dégâts collatéraux qui peuvent se répercuter sur eux. Ensuite, il va toujours faire attention à lui-même, bien évidemment, il fait des vidéos sensibles, il va parfois acquérir pas mal d'informations, et il doit trier ces informations pour savoir qu'est-ce qu'il peut dire publiquement,
ou non, et dans quelle mesure est-ce que c'est susceptible de se retourner contre lui. Et ça, il n'y a pas 36 000 moyens de le faire, c'est en préparant un dossier de preuves solidement ficelé. Et il m'admet qu'effectivement, il ne prend pas en considération ce qui peut se passer pour les personnes qui l'accusent. Ils doivent assumer leurs actes, ils doivent prendre leurs responsabilités. Plopplienz, maestro. Plopplienz. Max me dit qu'il pense que cette façon de penser n'est en réalité qu'une excuse pour justifier le harcèlement que certains commettent. Il se décrit comme étant naturellement sarcastique, ce qui se reflète dans son humour, et la raison pour laquelle il fait des blagues, comme il me le dit, c'est beaucoup plus pour détendre l'atmosphère de sujets parfois très lourds qu'il traite, et non pas pour encourager au harcèlement. Il rappelle d'ailleurs régulièrement à sa communauté qu'il ne faut pas aller harceler les personnes dont il parle. Et bien évidemment, il ne soutient ni ne cautionne ce type de comportement. Moi, quand je vois un beau sexe j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. D'après son expérience, et plus particulièrement après avoir rencontré ses abonnés dans les conventions, il était lui-même surpris de constater qu'en fait la majorité des personnes qui venaient vers lui étaient des adultes, très certainement plus vieux que lui, voire même des parents. Par conséquent, le fait qu'il ait une communauté qui tend à être particulièrement jeune ne lui semble pas très réaliste, d'autant plus que les chiffres sur YouTube peuvent être faussés, ne serait-ce que mentir sur son âge pour accéder à plus de contenu. En revanche, Max admet bien volontiers qu'il existe la possibilité qu'il y ait des membres de sa communauté, comme dans n'importe quelle autre communauté, et c'est encore plus vrai quand celle-ci est particulièrement grande, qui peuvent être particulièrement toxiques et violents. Et de son côté, à part dire qu'il ne soutient pas le harcèlement et qu'il ne faut pas aller harceler les autres, en réalité, il ne peut rien faire de plus. La télékinésie, c'est grossier. Alors là, Max me dit, pour reprendre son expression, qu'il a la peau plutôt épaisse. Le harcèlement qu'il subit généralement est plutôt léger, et ce sont, comme il le dit, des insultes ou des messages de haine assez classiques. Parfois, ça va jusqu'à du spam de sa boîte mail, ou alors c'est simplement parce que c'est des gens qui aiment bien le troller un petit peu, mais ça s'arrête là, en gros. Il m'a en revanche raconté qu'une fois, ça lui était arrivé de se faire courser dans la rue par un mec un petit peu bizarre qui l'a vu, qui apparemment l'a reconnu et lui aurait couru après. Il lui a échappé, il n'y a pas eu de souci. Mais excepté ce cas de figure dont il m'a parlé, apparemment, ça n'est jamais vraiment arrivé, ça n'est jamais sorti du cadre d'Internet, du virtuel. Là, il me répète qu'il est plutôt heureux d'avoir justement la peau épaisse, mais que parfois, face à certains témoignages, il est obligé de prendre du recul. Car il reçoit des fois des témoignages qui, à première vue, ont l'air trop gros pour être vrais, tellement ils peuvent être ahurissants, et il est obligé de prendre ce recul pour assimiler ce type d'informations parfois extrêmes. Parce que quand on commence une enquête, à moins qu'on soit formé dans un milieu de la police, ou peu importe, on n'est pas nécessairement prêt à entendre certaines choses et à constater ce dont certaines personnes sont capables. Et dans le cas de Max, parfois ça peut être un petit peu compliqué moralement à encaisser, c'est pour cela que des fois il est obligé de décrocher, aller marcher une vingtaine de minutes, se changer les idées. Parce que oui, apparemment, c'est un être humain aussi. Vous savez, des fois j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Entre la récolte des preuves, le visionnage, les témoignages, les discussions et j'en passe, en gros tout le travail d'investigation, Max estime, en tout cas dans le cas des 2 vidéos sur Pirorca, qu'il a passé entre 3 et 4 mois de travail continu, mais étalé sur une année. Il m'explique d'ailleurs que, toujours dans ce cas de figure, uniquement le visionnage de tout son contenu, c'est-à-dire les lives, les vidéos, etc., lui a pris environ une centaine d'heures. Et ce chiffre peut potentiellement être multiplié par le nombre de fois qu'il a dû revisionner le contenu lorsqu'il écrivait sa vidéo, afin de ne pas faire des erreurs d'interprétation, ou d'avoir mal compris des choses, ou décontextualiser certains éléments. Donc oui, pour ceux qui auraient un doute, c'est un réel travail de longue haleine, et à la fin, tout ce qu'on a récolté suite à tout ce travail, on ne peut même pas nécessairement l'utiliser dans la vidéo que l'on va présenter au public, pour les raisons que j'ai déjà citées précédemment dans cette vidéo. Putain, mais quel sein! Bon, ok, ça fait très sarcastique, mais je suis pas en train de me foutre de sa gueule. Alors là, j'avoue qu'on a un petit peu rigolé sur le sujet, mais effectivement, il ne pense pas en être un. En fait, pour être totalement vrai, et c'est un peu ça qui nous a fait rigoler, en réalité, avec mon contenu, je serais plus à ma place dans la case chevalier blanc que Max ne le serait. Mais dans le bon sens du terme, on se calme tout de suite. En fait, Max m'a expliqué qu'à la base, il a commencé ses vidéos tout simplement parce que quand il voyait du contenu qui l'énervait, ça le frustrait, il a eu envie d'en parler, et c'est comme ça qu'il a commencé à faire du talking, je sais pas si c'est le terme exact,
sur des vidéos de gameplay où il jouait. Et même s'il a gagné en popularité, si sa chaîne s'est énormément développée, sa façon de voir les choses par rapport au début, en fait, n'a pas réellement changé. Dès que quelque chose l'énerve, il en parle. Si ça permet d'améliorer les choses, tant mieux. Sinon, tant pis. Oh, mais c'est ta mère! Mais c'est ta mère qui est sur le trottoir! Bah alors, mais... Là, il m'admet très volontiers que non, il ne va pas voir ce qui se passe après pour les personnes qu'il a dénoncées, même si ça lui arrive de tomber, parfois, par hasard, sur une vidéo d'un des vidéastes dont il a déjà parlé par le passé. Et en fait, la raison est plutôt simple. À la base, il n'aimait pas le contenu dont il a parlé, et il ne l'aime pas plus aujourd'hui. C'est pourquoi il ne cherche pas à savoir ce qu'ils sont devenus. Et pourtant, que sont-elles devenues, ces personnes dont il a parlé par le passé? Vous vous en doutez très certainement, mais c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie qui sortira dans les jours à venir. Mais on va surtout prendre ce cas de vidéo de dénonciation de l'autre point de vue, c'est-à-dire du côté des personnes qui ont été dénoncées par Max ou des vidéastes du même type. Et en réalité, c'est en grande partie pour préparer le terrain pour cette fameuse suite que cette vidéo, beaucoup plus journalistique dans son approche, était nécessaire. Comme ça, vous, mais moi également, j'ai appris énormément de choses, et j'ai mieux en tête tout ce qui se passe, loin de notre regard, ce qui se passe, le travail qui est fait en amont, les implications, les risques, etc. Etc. Internam, internam, donc c'est du latin. Et d'habitude, j'aime bien finir sur une note un peu positive, chose que je ne vais pas faire, car on est loin d'avoir fait le tour de la question. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors comme toujours, prenez soin de vous et de vos proches, et à plus.